Bonjour à tous et à toutes. Re-bienvenue au colloque. J'espère que la pause santé a été bénéfique pour tous. On s'engage dans un troisième bloc de conférenciers. Et notre premier conférencier est le professeur Steve Côté de l'Université Laval. Il y a des collègues de l'Université Laval qui sont avec lui et des Ressources naturelles Canada. Et Steve va nous parler de l'aménagement intégré des serres-forêts à l'île d'Anticosti dans un contexte de surabondance. Alors, Steve. Steve, par contre, vous êtes muet. Ah, bon, désolé. Pourtant, c'est pas moi qui ai activé ça. Je ne sais pas trop quoi. Peut-être André m'a activé comme organisateur. Non plus. Bon, mais là, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, ce que je disais, c'est merci André pour l'invitation pour le congrès. Je voulais saluer aussi les gens qui sont présents à Anticosti. Là, je les voyais dans la salle de la municipalité tout à l'heure. Effectivement, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu d'aménagement intégré, surtout relation serre-forêt dans un contexte de surabondance. J'ai été extrêmement surpris dans les présentations ce matin où on n'a pas du tout mentionné le cerf de Virginie, alors que pour moi, c'est un élément important du paysage de l'île parce qu'il y a un impact complètement grandiose sur tout ce qui est l'écosystème naturel de l'île. Peut-être pas sur les fossiles, mais c'est à peu près la seule chose qui ne doit pas affecter, quoi qu'on pourrait sûrement en trouver. Qui est aussi la principale ressource économique là, de l'île. Donc, j'étais extrêmement surpris qu'on n'en parle pas encore, mais moi, je vais en parler abondamment. J'ai changé un peu mes diapos sur l'heure du midi parce que je me pensais que ce sujet-là serait bien introduit auparavant, mais ce n'était pas le cas, donc je vais vous donner un peu plus de contexte. Évidemment, je vais essayer de vous parler des travaux de la chaire de recherche qu'on a eu à Anticosti, que j'ai dirigé pendant plusieurs années. Nos travaux continuent, ça fait plus que 20 ans, donc évidemment, ça va. Je ne peux pas faire comme certaines des présentations ce matin qui étaient très ponctuelles là, et résumer 20 ans de recherche à plusieurs centaines de personnes en 15 minutes, mais je vais vous donner les grandes lignes. Je ne peux pas partager. Ah, bon, parfait. Peut-être une des choses à mentionner d'entrée de jeu, c'est que la situation d'Anticosti, où on a une densité de serre qui est très élevée, c'est pour ça que je parle de surabondance, n'est pas unique à l'île d'Anticosti. C'est une situation qui existe dans plusieurs autres endroits en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, etc. Et les travaux qu'on fait sur les relations serre-forêt ou cervidés-forêt à grande abondance ont des implications là, un peu partout sur la planète. Et cette situation-là, évidemment, elle n'est pas nouvelle, mais elle est encore en augmentation, où on a des densités qui augmentent un peu partout pour plusieurs raisons. Là, je vais aller rapidement, mais des raisons liées à la diminution de l'enclin pour la chasse, diminution du nombre de chasseurs, diminution des prédateurs, amélioration des habitats de toutes sortes de façons, des hivers moins rigoureux aussi, des conditions climatiques qui favorisent les cervidés, dont le cerf de Virginie, qui est à la limite nord de son aire de distribution là, en Anticosti. Cette surabondance-là entraîne toute une série d'effets sur la structure des écosystèmes. Et un des effets importants du cerf de Virginie, c'est qu'il va complètement modifier la composition des communautés végétales à haute densité, et c'est le cas de ce qu'on observe en Anticosti. Il va avoir des impacts énormes sur la régénération forestière, va changer complètement la succession. Il y a plusieurs exemples, pas seulement en Anticosti, où on a des forêts qui sont totalement différentes à cause du cerf avec d'autres espèces. Ça va influencer les fonctions des écosystèmes par son influence sur la végétation. Par exemple, le cerf influence le cyclage de l'azote et il va avoir toute une série d'impacts en cascade sur la biodiversité, sur lequel on a travaillé passablement avec les années parce qu'en modifiant la structure des écosystèmes, évidemment, il change l'habitat pour les autres organismes, mais ça peut changer la richesse spécifique, ça peut modifier l'assemblage d'espèces aussi qu'on observe. Donc, évidemment, Anticosti, on en parle aujourd'hui, tout le monde connaît un peu la problématique, mais comme je disais d'entrée de jeu, on n'a pas mentionné ce matin que
On n'a pas parlé du tout du cerf de Virginie, qui est une espèce introduite sur l'île, donc qui n'est pas naturelle, vient de l'époque Meunier, où il y a plusieurs cerfs qui ont été introduits. Plusieurs autres espèces de grands mammifères ont été introduites, et de petits aussi. Mais de très loin, c'est le cerf qui a eu le plus grand succès. Et évidemment, la population a augmenté très rapidement. On parle d'un premier pic d'abondance de plusieurs centaines de milliers de cerfs à partir des années 30. Et ensuite de ça, il y a eu des fluctuations d'abondance qu'on connaît. Mais le cerf est resté à haute densité. On parle de plus de 20 cerfs par kilomètre carré localement, mais on atteint des densités, par exemple, en hiver, dans les bons habitats de Jupiter, qui peuvent aller jusqu'à 100, 120 cerfs par kilomètre carré. Donc, des densités qui sont extrêmement élevées par rapport à l'ensemble de ce qu'on connaît, par exemple, au Québec pour le cerf de Virginie. Donc, cette situation-là fait que le cerf va être ce que j'appelle un herbivore structurant sur Anticosti, dans le sens qu'il va complètement changer l'écosystème. Donc, vous avez des photos ici de plusieurs types d'exclos. Si vous avez visité Anticosti, vous les connaissez bien, où on se rend compte que surtout les espèces herbacées et les espèces d'arbres feuillus vont revenir presque exclusivement si on les soustrait au broutement du cerf. Donc, vous voyez ici de la régénération de peupliers, de la régénération de bouleaux à l'intérieur d'exclos, alors qu'on n'a pas du tout cette régénération-là à l'extérieur. En bas à droite de votre écran, vous voyez un exclos qui est complètement couvert d'épilobes, alors qu'à l'extérieur, on n'a pas du tout la présence de cette plante-là. Donc, vous voyez l'impact majeur au niveau de la végétation du cerf. Et ici, simplement pour vous contraster cet effet-là entre des régions juste au nord d'Anticosti, dans des habitats qui devraient être similaires à Anticosti, latitudes semblables, des écosystèmes boréaux, soumis à des conditions climatiques qui se ressemblent, mais on voit que l'assemblage d'espèces est complètement différent, où toutes les espèces que vous voyez à droite, là, comme le sorbier, les espèces d'érable, les framboises, le l'if du Canada, etc., sont présents à Mingan, mais soit absents ou très peu abondants en Anticosti. Et en Anticosti, on va retrouver plus de présence d'épinettes blanches, entre autres, dont je vais reparler dans quelques minutes. Donc, un portrait qui est complètement modifié. Et dans cet écosystème-là, il y a un arbre qui a un rôle très important à jouer, qui est le sapin baumier, dont on n'a pas parlé beaucoup encore dans le colloque, mais depuis plusieurs années, en fait, depuis une cinquantaine d'années, ça représente l'espèce d'arbre la plus importante pour l'écologie du cerf. Ça représente presque toute sa nourriture hivernale et ça représente aussi le couvert dont il a besoin pour passer à travers l'hiver. Donc ça, c'est une situation un peu exceptionnelle parce qu'ailleurs qu'Anticosti, le sapin est considéré comme une nourriture de famine qui est très, très peu utilisée, voire pas utilisée par le cerf. C'est vraiment unique à Anticosti. Le problème, c'est que même si ces sapinières-là sont utilisées, les semis de sapin qui vont croître pendant des années sous l'ombre en attendant une ouverture de la canopée sont fortement broutés. Et la régénération des sapinières est fortement compromise et ces sapinières-là, qui sont importantes pour le cerf, sont remplacées par des pessières blanches, donc des peuplements d'épinettes. Donc, c'est dans ce contexte-là que la chaire de recherche industrielle qu'on appelait CRSNG Produits forestiers Anticosti à l'époque, dans le temps que PFA était là, a été créée en 2001. Et le principal objectif qu'on avait à l'époque, qui est encore le même aujourd'hui, c'est-à-dire c'était de informer la mise en place de méthodes d'aménagement forestier, mais aussi faunique, parce que le cerf a un rôle important à l'île, qui sont adaptées aux densités élevées de cervidés, donc à la surabondance, qu'on n'a pas ailleurs au Québec. Donc, c'était une première dans ce cas-là, mais qui est une situation en augmentation. Là, maintenant, on le voit, on en entend parler, entre autres, avec les îles autour de Montréal, où on a ce problème-là de surabondance qui est présent et certains coins de l'Estrie aussi dans les dernières années. Donc, évidemment, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller dans le détail beaucoup, mais le programme scientifique de la chaire a toujours été axé autour de 4 thèmes de recherche. Donc, vous voyez, là, j'ai dirigé autour des années plus de 40 étudiants gradués et postdocs en Anticosti. On a publié 89 articles scientifiques, plus un paquet d'autres articles de vulgarisation. Donc, évidemment, je ne peux pas résumer ça en 15 minutes,
mais on a travaillé beaucoup sur ces 4 axes-là. Le premier, sur les relations entre les densités élevées de serre et les processus écologiques, donc c'est-à-dire d'essayer de trouver quelles densités de serre vont être compatibles avec la régénération de l'écosystème. Donc, on a fait beaucoup de travaux sur un dispositif qu'on appelait le dispositif de broutement contrôlé, où on modifiait expérimentalement les densités de serre pour mesurer les impacts sur la végétation. On a eu un gros axe biodiversité où on a regardé l'effet structurant des serres sur les processus de cyclage de nutriments dans le sol. Évidemment, beaucoup de projets sur la végétation, beaucoup de projets sur les tourbières en interaction avec les serres. On a travaillé sur les insectes, que je vois Christian dans mon écran qui a été impliqué là-dedans. On a travaillé sur les oiseaux, sur les petits mammifères, sur toutes les autres espèces que la serre peut influencer. Évidemment, on a travaillé aussi sur le cerf dans l'axe 2, sur sélection d'habitat, stratégie d'approvisionnement, les 2 sexes en été, en hiver, dans l'est de l'île, au centre, dans l'ouest, etc. On a fait beaucoup de travaux aussi sur la condition physique des animaux. On a fait un suivi pendant 16 ans dans toutes les régions de l'île de conditions physiques et de reproduction. L'axe 3 s'intéressait plus aux stratégies sylvicoles. Donc, on a essayé toutes sortes de types de coupes différents pour voir les effets sur la régénération de l'habitat. On a travaillé beaucoup sur les plantations dans les dernières années, sur la croissance des semis. Et dans l'axe 4, plus au niveau des outils, donc les outils de gestion de ressources biologiques. On a fait beaucoup de choses sur la dynamique de population à ce moment-là. On a fait des suivis de chasseurs, de la chasse expérimentale pour régénérer l'habitat, etc. Donc, évidemment, je vous donne juste un tour d'horizon de ça. On a un site web où on peut retrouver tous ces articles-là et tous ces travaux-là, qui, je pense, est une bonne source d'information dans le cas de ce qui va se produire à l'avenir en lien avec la candidature de l'UNESCO. Un point que je veux souligner, que j'ai ajouté tout à l'heure, dont on n'a pas parlé ce matin, c'est que la stratégie à l'île d'exploitation des forêts est très différente d'ailleurs, parce qu'on doit recréer de l'habitat pour le cerf. Donc, quand la forêt est coupée, on va planifier la coupe en fonction de garder de l'abri pour le cerf. Et une fois que la matière ligneuse est récoltée, les parterres de coupe vont être clôturés et la densité de serre va être réduite par chasse sportive à l'intérieur des exclos pour essayer de donner une chance à la régénération de pousser. Et ensuite de ça, on va faire de la plantation de sapins s'il n'y en a pas assez naturellement. Donc, on a profité de ces exclos-là qui sont un peu partout, surtout dans l'ouest de l'île, pour essayer de déterminer quelle densité de serre serait compatible avec la régénération des forêts. Donc, vous voyez ici des exemples de sites à Jupiter ou à Laxmon sur le territoire des résidents où on a fait ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de modifier la densité pour comparer des sites à densité naturelle avec des sites où on enlève les serres, où on a une densité d'à peu près 7 serres par kilomètre carré, ce qui est recommandé pour avoir une régénération de l'habitat, et même un peu plus haut, à 15 serres par kilomètre carré. Et très rapidement, on s'est rendu compte de différences. Vous voyez ici entre les différentes densités de végétation qui va repousser comparé à un site en milieu naturel. Et évidemment, avec cette régénération-là, il y a toute une suite d'espèces qui vont recoloniser ces habitats-là. Et on s'est rendu compte brièvement sur ce graphique-là que dès 3 ans après coupe, on avait une récupération des espèces feuillues. Vous avez un exemple avec l'épilobe ici, et aussi de l'espèce qui nous intéresse, dans ce cas-là, le sapin baumier, qui est récupéré assez rapidement, même à des densités, dans ce cas-là, jusqu'à 7,5 serres par kilomètre carré. Et plus tard, plus longtemps après coupe, on peut même avoir de la récupération jusqu'à 15 serres par kilomètre carré. Donc, la végétation récupère. Steve, je me permets un rappel, quelques minutes. Oui, pas de problème. Donc, la végétation récupère et le cerf récupère aussi. Ici, vous avez pour les 2 sexes une indication de la masse corporelle et des réserves corporelles en gras qui comparent des enclos ou les exclos de gestion avec le milieu naturel. Et on voit qu'avec la récupération de la végétation, le cerf va aussi récupérer beaucoup et atteindre des tailles semblables à ce qu'on a sur le continent. Je vous rappelle que le cerf de Virginie d'Anticosti est presque 2 fois plus petit que le cerf du continent de la population source d'où il vient. Donc, brièvement, il faut se souvenir que les densités élevées de serre vont mesurer la structure et la composition des forêts, puis vont entraîner toutes sortes d'autres effets sur les autres espèces, incluant diminuer alors la biodiversité. Que la solution de régénération des forêts présentement à l'île, c'est encore les exclos, quoique beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore sur l'efficacité de cette stratégie-là.
et que la végétation semble récupérer à des densités de 7-8 serres par kilomètre carré et peut-être même dans nos travaux récents à densité plus élevée jusqu'à 15 serres par kilomètre carré. Donc, mes dernières diapos, évidemment, le thème du colloque aujourd'hui, c'est les enjeux de la recherche. Même si ça fait 20 ans, on a encore plusieurs questions à se poser. Je ne passerai pas à travers toute cette diapo-là, je n'aurai pas le temps, mais on pourra en discuter en discussion. Mais ça, c'est un peu la façon dont j'entrevois l'avenir de la recherche en Anticosti, entre autres sur l'efficacité de la stratégie d'aménagement des exclos, qu'on connaît encore très, très mal. Surtout que maintenant, on a une nouvelle génération d'exclos qui sont beaucoup plus petits, qui n'ont pas commencé à être démantelés encore. Donc, il y a plusieurs questions à se poser de ce côté-là. Il y a des questions sur la sylviculture d'adaptation. Le sapin baumier qu'on essaye de préserver depuis le début est une espèce qui n'est pas un candidat favori contre la lutte pour les changements climatiques, une espèce qui va être défavorisée à ces latitudes-là dans le futur. Donc, il y a plusieurs questions à se poser. Et le troisième point, c'est encore les modèles prédictifs de dynamique de POP parce qu'on en a fait en partie pour l'ouest de l'île, mais dans l'est de l'île, la dynamique forestière est très différente. La dynamique des populations est aussi très différente et les serres répondent à des facteurs de densité indépendants beaucoup plus fortement que dans l'est, que dans l'ouest de l'île. Donc, j'arrête là. Évidemment, j'aurai beaucoup de choses à raconter encore et je prendrai le temps de répondre aux questions tout à l'heure. Et si on a la chance d'en discuter en plénière, bien, tant mieux. Merci beaucoup.